Bonjour à tous, on va pouvoir attaquer, le countdown est fini. Donc, enchanté d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, on va vous proposer une petite session de 40 minutes autour de Copilot for Finance, donc un premier volet d'IA sur la finance. Donc, je vais avoir le plaisir d'animer avec Cécile, qui est responsable applicatif métier France chez Microsoft. Moi-même, je suis partenaire chez KPMG, je fais du conseil auprès des directions financières, beaucoup de pilotage de la performance. Excel a été et est encore mon meilleur ami. Donc, on va vous montrer quelles pourraient être demain la prochaine étape. Clairement, effectivement, ça va changer. Excel, la question est qu'est-ce qui va révolutionner Excel? La réponse, dans quelques instants. Et qu'est-ce qui va révolutionner aussi votre quotidien? Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau grâce à l'apport de l'intelligence artificielle, notamment générative? Donc voilà ce dont on va parler. Et surtout, toi, David, tu vas commencer à nous parler des enjeux pour les fonctions finance. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un monologue de 2 heures sur la fonction finance, mais aujourd'hui, la fonction finance, elle est fortement disruptée. Pourquoi? Parce que c'est une fonction à laquelle on demande de plus en plus de choses, tout en étant de plus en plus sous contrôle au niveau de ses coûts. On aime bien donner l'image, la fonction finance, en fait, c'est rénover une voiture pendant qu'elle roule. Aujourd'hui, on a l'inflation, on a les disruptions des chaînes d'approvisionnement, on a des nouveaux modèles qui interviennent, qui font que les cycles avec lesquels on faisait de la finance hier, tant en termes de reporting que de forecast, que de budget, ne sont plus adaptés. On a aussi toute une génération d'outils qui arrivent aujourd'hui en fin de vie, qui ne répondent plus aux besoins tant d'un point de vue technologique que d'un point de vue métier. Et tout ça, aujourd'hui, ça pousse plus que jamais la fonction finance à évoluer. Elle doit surfer sur ces nouvelles technologies et pour principalement remettre la donnée au centre de ses analyses, au centre des apports qu'elle peut avoir en termes de business partner. Et ce n'est pas un terme nouveau, on est d'accord, mais on pense que l'IA, c'est peut-être enfin la technologie qui va permettre à la fonction finance de passer un cap, de pouvoir s'affranchir de tout le data crunching, toute la mise en qualité de données sur lequel on passe encore, à mon goût, beaucoup trop de temps. Et c'est vraiment l'idée aujourd'hui. Dernier point sur les équipes, parce que c'est un vrai point, la fonction finance, qu'on soit en corporate ou qu'on soit dans le conseil, on a un vrai enjeu pour attirer nos talents, on a un vrai enjeu pour attirer les talents de demain. Et aujourd'hui, c'est en automatisant, en innovant, en permettant enfin, encore une fois, d'embrasser ce rôle de business partner, en se détachant de la production de données, tout en gardant notre image de gardien du temple, parce qu'on reste des financiers, qu'on va pouvoir attirer des talents et qu'on va vraiment pouvoir changer et augmenter le rôle de la finance. Clairement, effectivement. Moi, je ne travaille pas dans les fonctions finance. En revanche, ça fait 25 ans que je travaille avec des business partners, avec des personnes issues de la finance pour travailler sur mon PNL, prendre des décisions stratégiques sur mon orientation, savoir quelles sont les offres qu'on va mettre à disposition sur tel ou tel marché. Tout cela fait que j'ai besoin de vous au quotidien. Et quand je vois les tâches que vous réalisez au quotidien, alors même que ce sur quoi on vous attend, c'est justement cette capacité à identifier les leviers stratégiques pour faire en sorte que l'organisation évolue et reste concurrentielle, on a vraiment besoin de vous dégager du temps. Et donc, effectivement, ça, je pense que je vous passe pas en fait le détail de cette slide. Moi, il y a un chiffre qui me marque. Un seul chiffre qui me marque. Seulement 13% des organisations identifient des problèmes avant qu'elles n'impactent les résultats financiers de l'organisation. Or, votre métier, c'est justement ça, de détecter, même par signaux faibles, l'ensemble des potentiels risques ou des opportunités, plutôt, si on est positif, que l'organisation doit prendre et doit se saisir. Seulement, pourquoi est-ce que seulement 13% des organisations, finalement, arrivent à faire cela? Parce que vous passez 62% de votre temps à faire des tâches qui, bien sûr, restent à valeur ajoutée. On ne va pas dire qu'elles sont sans valeur ajoutée. Mais en revanche, sont extrêmement chronophages. Et ça n'est pas là où est réellement votre valeur ajoutée. Vous la passez à faire quoi? De la consolidation de données. Je pense que vous masterisez le VLOOKUP. Qui masterise le VLOOKUP? Oui, voilà, plein de gens. Là, et puis, ou le index equiv. Oui, par exemple. Les fonctions dynamiques, ça évolue. Et surtout, quand vous regardez ces fichiers avec aujourd'hui de plus en plus de data, puisque c'est bien cela, donc il y a quelques années on parlait du big data, c'est une réalité, notamment sur le nombre de fichiers Excel que vous devez consolider, croiser, etc. Vous avez une identification manuelle des risques. Or, on le sait, forcément, on en rate quelques-uns. Ou trop tard.
Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Bien sûr, on a besoin aujourd'hui d'avoir plus de ressources, etc. Et donc, c'est un peu la chasse à l'ETP. Je veux plus de responsables financiers, je veux plus de contrôleurs de gestion, je veux plus de personnes en charge de la facturation et du suivi des impayés, je veux plus. Est-ce que ça, c'est possible ? Malheureusement, non. Et notamment parce qu'effectivement, on est en contrainte de ressources. Alors, quelle est la solution ? La solution, c'est l'IA. Alors, on ne va pas vous faire le topo. Je pense qu'ici, toute la journée, demain, après-demain, on va parler d'IA. Vous en parlez au quotidien. C'est partout sur LinkedIn, c'est partout dans les médias, c'est partout aussi pour expliquer ça à votre grand-mère. En tout cas, je vous le souhaite. Et c'est aussi dans vos dîners entre amis. Donc, qu'est-ce que l'IA va changer, va transformer, etc. L'IA, bien sûr, ça n'est pas nouveau. Ça fait des décennies qu'on utilise l'IA. Vous l'utilisez aussi au quotidien pour détecter, par exemple, une possibilité d'impayé, pour détecter des capacités de fraude, enfin des risques de fraude plutôt, etc., etc. Aujourd'hui, ce qui change vraiment la donne, c'est l'IA gène. Et donc, cette capacité à créer contenu, vidéo, et surtout à s'appuyer non plus sur un ordinateur, mais sur une capacité de raisonnement. C'est ça, en fait, l'IA Gen, c'est vraiment un reasoning engine, une capacité de regarder au travers de l'ensemble des données, qu'elles soient numériques ou pas, quelles sont les pistes de réflexion, les pistes de réflexion que je vais avoir à mener. Donc, oui, pour les fonctions finances, énormément d'apports, notamment la capacité à détecter au sein d'un volume important de données des risques, justement pour l'organisation, et surtout, et là vous allez nous adorer, la capacité à mettre tout cela en graphe rapidement. Combien d'entre vous passent du temps à créer des dashboards et à les modifier en jaune, vert, rouge parce que la direction machin le veut en jaune, vert, rouge. Voilà, donc on connaît tout ça. Ou à gérer les échelles, ou toutes ces joyeusetés qui font notre donc quotidien. Voilà. Tout ça, c'est fini. C'est fini. C'est fini et on passe, en fait, je parle beaucoup mais je vais te passer la parole parce que finalement c'est toi qui es sur le terrain et qui sais, on passe vraiment, comme je vous le disais, l'IA et la BI c'est vraiment quelque chose qui existe depuis longtemps. Aujourd'hui, ce que vous faites, ce que l'on fait au quotidien, c'est vraiment une capacité à analyser ce qui s'est passé et à détecter le pourquoi et le comment. Surtout pour pouvoir prédire qu'est-ce qui va se passer en fonction de mes données historiques. Ça, c'est l'IA prédictive, les modèles prédictifs. Maintenant, la question avec l'IA Gen, c'est la capacité de poser des questions. OK, tu me soulignes cet état de fait. Que dois-je faire ? Quelle est l'action que tu me recommandes de faire ? Et surtout, comment est-ce que cela va impacter mon chiffre d'affaires, ma ligne de revenus, etc. Tu veux dire un truc ? Non, surtout, n'hésite pas, parce que tu sais, moi, on me donne un micro, je suis contente. Ok, on continue. Donc ça, je vous en ai parlé, effectivement. L'IA, c'est pas nouveau. Machine learning, deep learning, generative AI. Je vous laisse là, ça n'est que le début de l'histoire. On parle aussi de general AI, donc la capacité vraiment pour les machines. Parce que la generative AI, c'est quoi ? C'est tout simplement l'entraînement d'un modèle sur une tâche hyper spécifique. Par exemple, créer du texte. Le General AI ira plus loin, donc il ira sur une capacité à créer quelque chose à partir d'un modèle sur lequel, enfin d'une tâche sur laquelle il n'a pas été entraîné. Donc ça arrive avec d'autres champs des possibles. Mais bon, pas tout de suite. Et je pense que l'enjeu ici, c'est que ChatGPT, ça a été un buzz pas possible. Et en fait, du jour au lendemain, l'IA, elle est rentrée chez tout le monde. Et là où avant, on regardait ça un peu de loin quand on n'était pas dans la tech pure et dure en train de travailler sur ces sujets, c'était quelque chose qui nous paraissait un peu comme la boîte de Pandore. Et en fait, boum, du jour au lendemain, c'est rentré chez tout le monde et ça n'a plus été un sujet. Mais comme vous le montre ici le graphique, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va parler d'IA traditionnelle, on va parler de maturité de la fonction finance sur ces sujets-là. Il faut juste montrer que c'est une continuité, même si pour, on va dire, le commun des mortels, on a l'impression que c'est une technologie qui est arrivée d'un seul coup. Non, c'est une continuité et c'est ce qui fait qu'on pense que demain, ça va être un véritable game changer pour la finance. Pour la finance et pour toutes les autres fonctions. En fait, comme tu le dis très bien, David, ChatGPT en fait, a été adopté par 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. 3 mois. Bref, en très peu de temps. Et en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, au quotidien, en tant que consommateurs, parce que nous sommes des consommateurs avant d'être des employés, cela change aussi ce que l'on attend de la part des organisations, en termes de services, mais aussi comme collaborateur en tant que quotidien.
j'attends de mon organisation, ça c'est une étude qui s'appelle le World Trend Index qu'on a créé avec LinkedIn récemment. C'est simple, 75% des gens, des cols blancs, des gens dans les bureaux, utilisent déjà l'IA générative. D'ailleurs, ça peut être un bon test. Qui utilise déjà de l'IA générative parmi vous? Alors j'espère que vous te faites sur de la donnée anonymisée, que vous n'allez pas mettre de la donnée critique sur des modèles publics aujourd'hui, mais on l'utilise déjà dans le quotidien. Et l'idée, c'est de passer à un cap derrière, de se dire, en anticipant les passages à l'échelle, c'est comment demain on va pouvoir construire un écosystème pour que on ait de l'IA au cœur des processus financiers. Et on va y venir avec une partie cas d'usage pour que demain, ça puisse nous permettre, entre guillemets, de passer un cap et de changer surtout la manière dont on va interagir entre nous, mais aussi avec nos données. Parce qu'aujourd'hui, traditionnellement, vous avez un besoin de reporting. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut déjà que je trouve le système où il faut que j'aille chercher la data. Il faut que je trouve les bonnes tables et que j'ai les compétences pour aller chercher la data et les droits d'accès. Derrière, je sors cette data, je la retraite sur Excel. Je produis des graphes, des reportings, je fais mes analyses, je fais un PowerPoint. Ça prend énormément de temps, ce qui fait que tous les mois, on entasse une pile de reporting au cas où on nous demande quelque chose parce qu'on sait que ça va prendre 2 semaines incompressibles pour le faire. Et nous, ce qu'on pense, c'est que cette technologie-là, cette partie-là, parce que ça va changer la rapidité, la manière dont on va accéder à notre donnée, la manière dont on va pouvoir faire des analyses de premier niveau. Et j'insiste, ça ne va pas remplacer pour moi le contrôleur de gestion. Ça va juste permettre d'accélérer son travail, d'accélérer la manière dont il va accéder à la data, de changer son interface. On parlait d'IA générale, je pense que demain, on n'aura peut-être plus accès en propre. Alors, il faudra qu'on gère les droits d'accès et autres, mais à tous ces outils un peu spécialisés, on aura juste une question de pilotage de la performance qu'on posera et le système sera capable d'aller nous chercher la bonne donnée pour étayer nos réflexions, nos analyses. Tout à fait. Et ce que tu disais, David, est extrêmement important. Quand on se dit effectivement 75% des cols blancs utilisent déjà l'IA générative au bureau, en fait. Souvent, ils le font avec des outils qui ne sont pas des outils de la compagnie. Donc ça veut dire qu'il y a un risque lié à la sécurité des données, à la gouvernance des données. Et c'est pour ça qu'on pense vraiment qu'il y a une urgence à se saisir au niveau de l'organisation des bons systèmes pour équiper notamment les fonctions finance avec les outils qui non seulement leur permettent d'être plus productifs, plus créatifs et surtout d'être positionnés sur les vraies questions, à savoir la stratégie de l'organisation, mais le tout dans un environnement sécurisé, gouverné. Alors très rapidement, certains d'entre vous ont levé la main pour me dire qu'ils utilisaient déjà de l'IA générative. Maintenant, la question c'est, et la fonction finance dans tout ça en termes de maturité, où est-ce qu'on en est? La fonction finance, c'est une fonction support. Donc par définition, on va dire que quand une entreprise fait des investissements, c'est pas en premier lieu sur ses fonctions support. Donc elle a un peu raté déjà pour nous la première vague d'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des IA que je vais appeler traditionnelles, du machine learning, du deep learning, par opposition à l'IA générative. Et souvent, moi j'ai plein de clients aujourd'hui avec le buzz ChatGPT qui viennent me voir, des directeurs financiers, directeurs du contrôle de gestion. On parle d'IA. Leur premier cas d'usage, c'est de faire du forecast à base d'IA. Aujourd'hui, la plupart des outils de pilotage de la performance du marché intègrent déjà des fonctionnalités qui permettent de faire ça. La donnée est une problématique critique dans toutes les organisations. Il y a déjà énormément de solutions sur le marché qui vous permettent, encore une fois, avec de l'IA traditionnelle, d'aller détecter des anomalies dans vos données, de vous proposer des premières corrections, de faire des mappings automatisés. Et en fait, la fonction finance, elle a déjà pas pris ce virage-là aujourd'hui. Donc, après, il ne faut pas non plus être fataliste. L'avantage de ce buzz de l'IA générative, c'est que ça remet le sujet des data et de l'IA au cœur des directions financières. Et il y a une vraie réflexion aujourd'hui sur les cas d'usage. Les directions financières les plus avancées ont fait des premiers prototypes sur des pure players d'IA et les plus avancés ont commencé à faire des pilotes. Le premier cas d'usage qu'on voit, généralement, c'est le chatbot sur les procédures comptables ou les guidelines budgétaires ou autres. Aujourd'hui, dans des organisations décentralisées, c'est toujours un cauchemar de dire la procédure de mon organisation à jour, où est-ce qu'elle se trouve. Mince, j'ai des gens qui parlent japonais, qui parlent français, qui parlent anglais. En fait, l'IA générative, le premier cas d'usage, c'est un accès à tout ce corpus financier d'une organisation en s'affranchissant des barrières de langue et de l'endroit où est située la donnée dans l'organisation. Et aujourd'hui, on le voit bien, 57% des dirigeants, suivant une étude KPMG, alors qui commence à dater un peu, qui date de 2023, mais pensent que l'IA générative va être critique pour passer un cap, pour passer un palier, pour prendre des décisions. Ça va notamment permettre de doper, on parle de consultants augmentés sur les parties simulation, qui aujourd'hui étaient très complexes à mettre en œuvre parce que il fallait mécaniquement
prévoir toutes les relations entre des indicateurs opérationnels et financiers pour pouvoir faire de la simulation, demain, en faisant tourner de l'IA traditionnelle, on va pouvoir trouver des corrélations entre des indicateurs opérationnels et financiers et avec de l'IA générative, faire des demandes pour aller faire jouer des taux d'inflation, pour aller faire jouer des pénuries de matières ou autres. Et ça, on pense que ça va être une vraie révolution. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si l'IA est une technologie qui est déjà là, on parle de promesses pour la fonction finance parce qu'on en est vraiment dans démontrer la valeur, identifier les cas d'usage, surtout analyser aussi l'état de vos données pour pouvoir commencer, on va dire, et on y reviendra, sur des éléments un peu tangibles à court terme qui vont vous permettre de démontrer de la valeur. Donc, en synthèse, sur la finance, pour moi, on a deux grandes familles de cas d'usage. La première famille de cas d'usage, c'est ce que je vais appeler le super assistant personnel. Moi, typiquement, je suis consultant. J'aurais adoré, dans mes jeunes années, avoir un système qui me fasse une première version de mes comptes rendus, qui m'assure que, quelle que soit la langue, j'ai pas de trou dans la raquette. Ça, aujourd'hui, c'est des technologies, on y viendra avec le Copilot tout court, qui sont déjà là. La partie aussi de vous faire une synthèse de vos mails, de vous trier vos mails en fonction de la criticité des objets. Est-ce que vous êtes en destinataire principal ou secondaire? C'est tous les cas d'usage assistants personnels qui, demain, sont pas liés à nos métiers finance en tant que tels, parce que c'est valable quel que soit votre métier, mais qui vont nous permettre de gagner du temps et surtout de mettre notre temps là où il y a de la valeur ajoutée. Et la deuxième partie des cas d'usage, c'est les cas d'usage qui vont être proches de nos processus financiers. C'est faire ma comptabilité, c'est faire ma consolidation statutaire, c'est faire mon budget, faire mon forecast, faire de la simulation, faire des analyses ad hoc. Et là encore, l'IA va nous permettre de passer un cap. Typiquement, aujourd'hui, on a tous rêvé dans nos analyses de la performance de pouvoir faire du benchmark, d'aller chercher de la donnée externe. Aujourd'hui, c'était compliqué. Alors déjà, on n'avait pas le temps parce qu'on passait 20, 25 jours, voire plus par mois à traiter nos propres données. C'est déjà le constat. Et après, d'aller se dire, d'avoir le temps d'aller chercher de la donnée externe, comment je l'intègre dans mes systèmes, comment je fais jouer tout ça, c'était très compliqué. Aujourd'hui, avec l'IA générative, typiquement, moi, à chaque fois que j'ai un nouveau client, je charge son document de référence, je charge les derniers transcripts de déclaration de profit ou autres sur Internet, c'est de la donnée publique, et j'ai une synthèse en 20 lignes de ce que fait le client, de ses problématiques actuelles, de ses communications, et ça, c'est un cas concret. Aujourd'hui, je fais ça en une quinzaine de minutes, alors qu'avant, ça me prenait 1h30 où j'étais obligé de mettre des équipes pour faire ça. Eh oui, c'est génial. C'est génial et ça change en fait la façon de travailler. Alors bien sûr, quand on parle d'IA générative, on parle tous productivité. Productivité, productivité, productivité. En fait, là n'est pas fondamentalement la question. On est d'accord. Finalement, ces gains de productivité, ils nous permettent quoi? Ils nous permettent d'avoir plus de temps pour aller creuser un sujet comme tu viens de l'évoquer, David. Parce qu'on est plus curieux, effectivement, pour se poser une seconde question. Et donc, pour être plus créatif. Et ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'aujourd'hui, en tant que financier, la pile de ce qu'on a à faire tous les jours et tous les mois, elle est énorme. Ça veut dire que demain, ça va nous permettre d'accélérer et de faire des tâches qu'on avait juste matériellement pas le temps de faire aujourd'hui. Pour ceux qui produisent du reporting ou des analyses au mois le mois, combien de temps vous passez réellement à l'analyse? Généralement, très très peu. Le gros du sujet, c'est d'aller chercher les données et de les mettre en qualité. Et c'est là où je ne parlerai pas de gain de productivité au sens large en tant que tel, mais ça va vraiment permettre de gagner du temps sur tout ce qui est traitement de données, récupération de la donnée, pour se concentrer sur l'analyse, sur la simulation, sur la relation avec les métiers, sur la prise de décision, ce qui dans le fond est vraiment le fondement du pilotage de la performance, plus que la production de données en elle-même, même si elle est nécessaire. Donc voilà, en fait, on le voit, Copilot est utilisé, Copilot for Finance est utilisé déjà chez nous. Et ce que l'on voit, c'est vraiment cette capacité finalement à reprendre un sens de votre mission. Vous n'êtes pas des consolidateurs de fichiers Excel. Vous êtes des personnes qui êtes capables de prendre des décisions basées sur des datas financières. Et donc, ce sens de la mission permet quoi? Finalement, de revenir, vous voyez comme c'est bien fait, sur le fait que nous avons du mal à recruter des talents. Et donc, redonner du sens à la mission permet de remettre attractif ce métier qui est le vôtre. Donc ça, c'est génial, mais finalement, c'est comment ça marche. Donc Microsoft Copilot, qui en a entendu parler déjà? C'est pas beaucoup, hein? Donc Copilot, c'est le compagnon IA de Microsoft. Ce que l'on veut, c'est vous fournir à tous, quelle que soit votre mission d'ailleurs, que vous soyez dans la fonction finance, commerciale, agent de service, même agent sur le terrain, on veut vous donner la capacité d'avoir un super stagiaire à vos côtés.
La personne, elle est extrêmement compétente, elle sait beaucoup de choses. Elle dit jamais non. Elle dit jamais non. Pauvre stagiaire. Bon, elle bosse pas le week-end quand même. C'est pas les valeurs qu'on a envie de pousser. Voilà. Et des fois, elle fait quelques petites erreurs. Mais tout ça, ça ira de mieux en mieux. Hein. Donc ça, c'est votre copilote qui, finalement, toujours basé sur la sécurité des droits d'accès, toujours est un copilote, c'est-à-dire que vous restez le pilote, c'est vous qui prenez la décision, il vous suggère quelque chose, vous validez ou vous invalidez. Et bien sûr, l'ensemble est basé sur les données de votre entreprise qui ne servent pas à alimenter et entraîner nos modèles. Donc Copilot, je vous le disais, on l'a pour toutes les fonctions et notamment on est ici aussi pour parler de la fonction finance. Alors cette fonction finance, finalement, ce que l'on s'est dit, tiens, c'est quels sont les... il y a des petites flèches normalement. Alors quels sont... Alors j'appuie plein. Hein. Voilà. Je pense qu'il faut que tu appuies plein de fois. Ça va être long. Ça va être long. Ça va être long. Mais quels sont les premiers points, pardon, je vais me casser la marboulette, quels sont les premiers points sur lesquels nous on voit vraiment des impacts quand on travaille sur la fonction finance? On va en reparler. Il y a effectivement tout ce qui est tax collection, tout ce qui est gestion du cash flow, gestion des factures, échange avec les fournisseurs, clients. Tout cela permet vraiment des gains terrible. J'ai présenté... tu veux? Oui, il y a un exemple qui est assez parlant sur la collection de créances clients qui peut impacter très fortement votre besoin en fonds de roulement. Et aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle, ce qu'elle va faire, alors c'est pas que de l'IA générative, mais c'est qu'elle va permettre d'analyser et de vous donner des patterns. C'est grosso modo d'aller identifier les clients qui sont plus ou moins bons payeurs et de vous remonter des alertes quand vous allez avoir des seuils d'encours qui vont dépasser des stades trop importants. Et derrière, ce que va vous permettre l'IA générative, au-delà de générer une alerte pour vous solliciter, c'est de vous proposer aussi un moyen de relance et petit à petit de vous proposer le moyen de relance qui est le plus adéquat pour la personne en fonction des réponses que vous aurez eues par le passé. Est-ce qu'il vaut mieux un coup de téléphone? Est-ce qu'il vaut mieux un email et autres? Ça, c'est un cas d'exemple concret sur la partie créance client qui permet, entre guillemets, de remplacer l'humain, d'éviter d'avoir nous à aller chercher cette donnée, à faire l'analyse. C'est un système plus d'alerte, de remontée d'informations. Et ça va être un vrai gain de temps, mais pas qu'un gain de temps. Ça veut dire que concrètement, ça va permettre d'améliorer le besoin de fonds de roulement des entreprises. Et on sait que le cash aujourd'hui, c'est vraiment un sujet pour le pilotage de la performance des entreprises. Il y a un point que j'ai présenté, nous avons présenté avec mon équipe Copilot for Finance à notre CFO, France, Ebro. Et c'est assez simple. En fait, quand elle a regardé ça, elle s'est dit, c'est incroyable les gains effectivement de productivité que je vais avoir. Et surtout, la première chose à laquelle elle pense, et que nous utilisons déjà l'ensemble de ces fonctionnalités IA et IAGEN, c'est pour le planning et le forecasting. Elle a fait une session dans laquelle elle s'exprime. Aujourd'hui, Microsoft a réussi à passer l'accuracy, donc la précision de son forecast. On avait une erreur de 3%, on est passé à moins de 1%. Et donc, ça fait quoi? Ça fait qu'on rassure nos actionnaires. Ça fait quoi? Ça veut dire qu'on a tout simplement une meilleure capacité d'investissement, qu'on est plus sûr de nos investissements, que quand on s'engage à dire 4 millions pour la France, 4 milliards, c'est 4 milliards et on sait d'où ça sort. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important dans la vie d'un CFO. Et sur le forecast, je pense que le point, c'est qu'encore une fois, un pilotage de la performance efficient, c'est quand on arrive à lier les opérations et la finance. Les impacts sont souvent financiers. La prise de décision, 99% du temps, elle est opérationnelle, elle est dans ces fonctions-là. Et sauf qu'aujourd'hui, à modéliser dans un outil, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, l'IA va permettre de créer des liens statistiques, algorithmiques entre ces deux sphères-là pour permettre de simuler plus rapidement, de prendre des décisions. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir totalement l'humain du processus. Ce n'est pas notre conviction avec Cécile. C'est juste qu'encore une fois, aujourd'hui, si vous faites du budget et du forecast, vous passez le gros du temps à quoi? À prendre les demandes qu'on vous donne dessus, à cruncher, à préparer la donnée, à remonter un Excel qui va être consolidé, où vous allez devoir attendre 2 semaines qu'on vous fasse un retour, et ainsi de suite. Et ça permet d'accélérer tout ce temps-là, d'avoir une V0, une V1 très rapidement, et de pouvoir avoir des vraies discussions, de la vraie prise de décision, plutôt que de passer du temps parce que la donnée est erronée ou qu'elle n'a pas été remontée dans les délais impartis. Alors l'IAGEN, comment ça fonctionne? Derrière, ce sont des modèles de langage. Vous avez plusieurs options. Soit vous créez votre propre modèle,
et le tout sur une plateforme Azure par exemple, sécurisée et gouvernée, ou vous utilisez des solutions développées par Microsoft par exemple, sur la base de modèles de langage. En l'occurrence, ici, c'est ceux d'OpenAI. Alors comment fonctionne Copilot? Tout simplement, on va utiliser ce langage de modèle, ce modèle de langage, qui va se baser sur l'ensemble de vos datas et effectivement, comme tu le dis, sur l'ensemble des datas Internet. Et donc ça, c'est Copilot. Copilot for M365, c'est exactement la même chose au cœur de votre flux du travail, c'est-à-dire au cœur d'Office 365. Vous êtes dans Teams, vous êtes dans Outlook, d'ailleurs c'est généralement la première chose qu'on fait le matin, on ouvre Outlook, vous allez tout simplement pouvoir utiliser Copilot, votre compagnon, pour traiter votre volume de mails, pour créer un PowerPoint, pour etc., etc. Et là, vous allez me dire, oui, mais quel est le rapport avec la fonction finance, sachant que moi, je dois aussi aller dans mon ERP. Eh bien, c'est là où c'est magique. Copilot for Finance me permet toujours, en restant dans le flux du travail, donc Teams, Outlook, Excel, etc., de faire appel aux données qui sont dans l'ERP, non seulement m'alimenter, mais aussi l'alimenter. Et l'objectif à terme, c'est quoi? C'est tout simplement que le système d'information, ce ne soit plus l'homme qui alimente le système d'information, mais le système d'information qui alimente les décisions faites par l'homme, prises par l'homme. Et donc tout cela aujourd'hui est possible. Donc qui a Dynamics 365? Je sens que ça va me faire mal au bide. Voilà, c'est super. Merci pour votre fidélité. Qui a SAP? Ah, c'est pas beaucoup. Eh bien, ils sont où les autres? Bon, c'est surprenant. C'est surprenant. Donc, Copilot for Finance. Ils font pas de finance. Oui, ils font pas de finance. Copilot for Finance permet d'accéder aux données qui sont dans le Dynamics 365, donc le RP de Microsoft, mais aussi de SAP, sachant que certaines organisations, notamment les grosses, peuvent avoir plusieurs ERP. Alors, en vidéo, c'est in English and it's a little bit marketing, but bon, ça claque. Je vous montre à quoi ça ressemble. J'espère qu'on aura le son, sinon je vais être obligée de chanter. Je pense que tu vas être obligé de chanter. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors je chante très mal, je vais pas vous faire ça. What if you could take back that time using simple prompts to analyze and act on critical financial data instantly? C'est tout l'un ou tout l'autre. Mais regardez les images. Imaginez que vous êtes devant votre PC. Je pense qu'il va me falloir de l'IA pour écouter. Donc là, en gros, vous posez toutes vos questions en langage naturel dans votre interface. Donc par exemple, dans Outlook ou dans Excel. Vous avez deux fichiers, vous allez tout simplement lui demander de le réconcilier, de vous identifier les variances et surtout de vous dire à partir de cette variance que tu m'identifies, quelles sont les actions que tu me recommandes de prendre. Et tout cela, de nouveau, en langage naturel. D'ailleurs, on le dit, le ticket d'entrée maintenant aux solutions applicatives sera moins élevé, notamment en termes de formation, puisque plus ça va aller, plus on sera en langage naturel. Et ça, c'est un vrai game changer quand on parlait de changement d'interface avec nos data, avec nos systèmes. C'est qu'aujourd'hui, c'était des requêtes, fallait créer des rapports, fallait aller constituer cette donnée. Et demain, encore une fois, en langage naturel, de la même manière, de la façon dont on s'exprime avec vous aujourd'hui, on va pouvoir poser nos questions. Alors, il y aura un peu de travail. Tout le monde a entendu ou a lu des articles sur la manière de prompter pour aller récupérer la bonne information. Mais ça va vraiment changer la manière dont, encore une fois, on va interagir avec ce qu'utilise un financier au quotidien, ses outils, sa data, ses collègues. Alors effectivement, les prompts sont extrêmement importants et en fait, une étude démontre que les managers s'en sortent mieux finalement, et c'est pas forcément les jeunes générations. Les managers s'en sortent mieux parce que ils ont l'habitude déjà d'avoir une instruction qui est claire, intelligible, structurée, factuelle. Et donc ça, c'est vraiment ce sur quoi on va accompagner. Je pense que ce qui est important aussi, David, c'est de se dire que bien sûr, c'est super, c'est pas magique. On doit comprendre comment ça fonctionne derrière, mais surtout ça nécessite du change management. Vous allez changer complètement votre façon de travailler. Vous allez libérer ce temps. Et donc pour vraiment se saisir de cette opportunité, du change est important. Du change qui permet quoi? Qui permet d'accélérer l'impact que vous avez au quotidien dans votre mission, bien sûr de réduire les coûts, bien sûr, parce qu'on va pouvoir tout simplement
accélérer notre capacité d'identifier aussi là, les lignes sur lesquelles nous avons des problèmes, les problèmes de coûts trop élevés, et donc de prendre des décisions. Mais finalement, quand on me dit, Cécile, par quoi je commence quand je vois de l'IAGEN? Finalement, c'est pas moi qui réponds, c'est vous qui répondez. Vous me dites toujours, on va commencer là où on voit le plus gros impact sur les gains de cash flow. Pourquoi ? Parce que l'idée, de nouveau, c'est pas la productivité. L'idée, c'est la productivité pour avoir une capacité d'innover, pour avoir une capacité d'investissement sur l'innovation. Pourquoi ? Pour imaginer le service que vos organisations vont délivrer à leurs clients demain. Et ça, je pense que c'est vraiment important et qu'effectivement, la fonction finance est au cœur de ce réacteur. On vous montre 3 cas d'usage ? Bon. C'est parti. On n'a pas fait de démo live parce que le Wi-Fi ici, on n'est jamais sûr. Donc, mais tout ça fonctionne, c'est en public preview, donc le recouvrement accéléré. Là, je vais vous donner un exemple réel, vécu. J'étais en charge d'un centre avec un PNL, et donc j'avais ma fonction finance qui m'envoyait des factures que je devais recouvrer. Donc, j'envoyais la facture au client qui n'avait pas payé. Et souvent, il me répondait, mais si, j'ai déjà payé cette facture. Donc, il m'envoyait un fichier avec la liste des factures qu'il avait reçues et leur statut. Et donc, moi, qu'est-ce que je faisais ? Je leur envoyais la liste de mes fichiers avec mes factures. Et voilà, manuellement, je montrais ligne à ligne puis je me tapais le FA 2342, est-ce que je l'ai ? Et VLOOKUP, etc. Tout ça, c'est fini, en fait, grâce à Copilot for Finance, qui permet d'avoir une proposition de réponse directement dans Outlook à votre client. Votre client vous écrit avec le fichier Excel la référence de la facture. Directement, Copilot for Finance va vous suggérer une réponse basée sur les datas qui sont dans votre ERP, le statut de votre facture dans l'ERP. Et tout cela, bien sûr, vous allez le valider, changer potentiellement le ton si vous connaissez déjà ce client ou ce fournisseur. Tout ça est fait très très rapidement. Donc ça, recouvrement accéléré égale plus de cash flow. Plus rapidement surtout, on le sait. C'est ce time to cash qui est important. Donc c'est un exemple concret d'outil, entre guillemets, le cas de figure, le cas d'usage que je vous décrivais tout à l'heure, qui vous permet concrètement d'appliquer ces éléments et ces actions. Autre exemple, je suis dans Excel et là, en fait, je dois déterminer, je pense que celui d'après est encore plus c'est la capacité à comprendre les variances. On le sait, on a toujours le forecast, les actuals, et on doit se dire, est-ce que j'ai un vrai écart ? Est-ce qu'il est significatif ? Et surtout, pourquoi est-ce que j'ai cet écart ? Et là, de la même manière, Copilot for Finance va m'éclairer, va vraiment me mettre en lumière les écarts importants que j'ai et surtout me proposer une explication de cette variance. Voyez ? Et là, en fait, je vais pouvoir continuer à discuter avec mon copilote et donc lui poser des questions pour creuser le sujet. Je vous ai mis ici juste le temps que nous avons gagné chez Microsoft juste sur cette fonction-là. Donc 250 000 heures en 6 mois. On est 3000, il y a 3000 personnes en charge, au sein des fonctions finance chez Microsoft. Est-ce que c'est beaucoup, pas assez ? Est-ce que ça veut dire quoi ? On en est encore au début. On sait en revanche ce qu'on sait faire de ces 250 000 heures, c'est très clairement retravailler la stratégie. Là, on est en plein exercice budgétaire, donc c'est clairement là qu'on attend les collaborateurs finance. Donc, vous voyez quelques exemples. Je vous le redis. Effectivement, c'est toujours en public preview. On travaille avec nos clients pour savoir comment ça vient impacter leur métier. Nous, ça l'impacte. Donc ça ne marche plus. 1 à 2 heures pour faire du rapprochement. Donc ça, ce sont nos retours d'expérience. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir quels seront les vôtres, vraiment, surtout comment est-ce que vous vous saisissez de ces solutions, comment vous l'utilisez. Et surtout, la question que je posais à ma CFO, et après, je te laisse la main, promis, je parle beaucoup trop, David. Il n'y a pas de problème. C'est où est-ce que je commence ? Donc là, David, tu vas pouvoir nous éclairer. Exactement. Ouais. Je pense que c'est important. Et par quoi je commence et quels sont les prérequis ? Donc l'idée, c'est que là, on vient de vous parler des promesses de l'IA et vous voyez qu'il y a des choses tangibles et concrètes aujourd'hui qui sont disponibles. L'idée, c'était de revenir quand même sur la partie prérequis et je préfère toujours parler de prérequis que de risques parce que j'ai une tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La première, c'est la donnée.
grosso modo, pas de data, pas d'IA. Ça, faut qu'on soit clair. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui, quelles que soient les fonctions qui vont être à même de capitaliser, d'avoir les gains liés à l'IA le plus rapide, c'est des entreprises qui seront déjà les plus matures sur leur processus, sur leurs données, tant en termes de disponibilité que de qualité, de décilotage. Et ça, c'est un vrai chantier. Après, ça ne veut pas dire que l'IA ne sera pas disponible pour les autres. L'IA va vous permettre de rattraper cette dette aussi. On en parlait aujourd'hui, l'IA la plus mature, le machine learning, le deep learning, est déjà et sont utilisés pour aller détecter des anomalies en termes de data, proposer des corrections. Donc c'est un outil qui vont permettre à des entreprises qui seraient moins matures de rattraper potentiellement leur retard sur ce sujet-là. La sécurité et la confidentialité de la donnée, ça, c'est un point critique. Donc la confidentialité, nous, c'est comme ça qu'on a commencé chez KPMG. C'est de dire à tout le monde chez nous, n'allez pas mettre de données KPMG, de données clients sur un chat GPT, qu'on soit en version publique gratuite ou publique payante. Ça, c'est vraiment le premier point. C'est-à-dire que même si vous lancez des prototypes sur ces applications qui sont entre guillemets en dehors de votre SI, l'idée, ça va être de le faire avec des données qui ne vous mettent pas à risque. La fiabilité des données et des résultats. Ça, c'est un point, c'est que tout le monde a entendu parler d'hallucination, de biais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on garde en termes de compétences de la compétence financière dans nos organisations et dans nos fonctions finances. Parce que des fois, l'IA, ça reste une machine, elle se trompe. Et il faut qu'on ait des gens derrière qui vont être capables d'aller challenger ces résultats, de comprendre, d'en tirer les conclusions pour reposer les questions différemment ou réentraîner des modèles si le besoin en était. L'intégration dans l'environnement applicatif existant, ça c'est un point aussi critique. Aujourd'hui, les financiers qui sont parmi vous, je pense, on croule, on a un nombre d'outils considérable. On a du mal à faire le distinguo entre tous ces outils qui ont souvent des gros overlaps en termes de fonctionnalité. Et demain, on a l'IA, qu'elle soit générative ou traditionnelle, qui vient se mettre au cœur de tout ça. Et cet enjeu d'intégration dans vos SI, elle est critique. Pourquoi ? Pour un passage à l'échelle, pour en contrôler les coûts, pour en contrôler aussi l'impact ESG. Parce que j'en viens, quand on parle d'IA, éthique et responsable by design, aujourd'hui on le sait, l'intelligence artificielle c'est une technologie qui consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Donc nous ce qu'on dit tout le temps c'est que par construction il faut veiller à ce que les gains que vont amener l'IA, entre guillemets, ne génèrent pas un effet plutôt négatif sur l'impact carbone et les trajectoires que vous êtes en train de suivre dans vos entreprises. Et enfin, le dernier point, la conformité réglementaire. RGPD, il y a l'IA Act qui est en train d'être voté, qui va être stabilisé. Demain, et nous collectivement, parce que tant côté conseil que côté éditeur, que vous, côté corporate ou client, il va falloir qu'on veille à ce que les cas d'usage qu'on va développer où on va mettre de l'intelligence artificielle restent en conformité avec cette réglementation. Et l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, c'est une réglementation qui est en mouvement parce que l'IA est un sujet qui reste récent et il va falloir qu'entre guillemets, les entreprises s'assurent de respecter pour ne pas se mettre en breach par rapport à ces éléments-là. Un point extrêmement important concernant le respect de la réglementation et notamment l'IA Act qui a été validé. On est très fiers, très heureux en fait de pouvoir contribuer à l'ensemble de ces réglementations, de pouvoir être sollicités et de donner notre part de voix et réfléchir en fait avec les instances notamment gouvernementales sur ces sujets. Effectivement, il faut être responsable face à l'IA. Et là, je vais citer, je pense, le plus gros philosophe de ce siècle, qui est donc l'oncle de Spider-Man, qui disait « With great power comes great responsibility ». Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Pour Microsoft, on se tient à 6 grands principes qui sont marqués sous vos yeux: équité, responsabilité, transparence. Il y en a 2 qui me tiennent vraiment à cœur. Le respect de la privacy, vos données restent vos données. On n'est pas intrusif, on n'utilise pas vos données pour entraîner nos modèles. Le deuxième point, c'est l'inclusion. Et le fait que l'IA peut parfois avoir des biais. Donc on fait en sorte, notamment par Azure OpenAI, de dépasser ces biais ou de les détecter et de pouvoir les contourner pour avoir vraiment une IA responsable, ouverte et inclusive. Alors, je te passe la main, mais finalement, qu'est-ce qui est important quand on parle d'IA? C'est toujours ces 5 piliers: stratégie, stratégie, stratégie. Stratégie, vous allez le retrouver partout, stratégie et culture. Mais finalement, c'est toi qui le sais le mieux parce que, de nouveau, c'est vous qui êtes au contact des clients. Et je pense que le premier point aujourd'hui, et nous on voit les premiers clients, les premières directions financières qui sont venus nous voir, il y avait un gros sujet d'acculturation. C'était de se dire, j'ai mon gamin qui se met à faire ses devoirs en beaucoup moins de temps sans me poser de questions, ça devient vraiment suspect. Comment est-ce que ça va m'impacter dans ma sphère professionnelle? Et
toute la première vague a été de se créer une compréhension sur l'IA. Alors, on n'a pas vocation, moi je reste un financier, je ne suis pas data scientist, je n'ai pas vocation à le devenir, mais j'ai besoin d'avoir le vernis suffisant pour comprendre ce que font ces technologies pour demain pouvoir les utiliser. Et aujourd'hui, c'est vraiment au sein de l'organisation de se dire quelle est ma stratégie en termes d'IA et de commencer à former, à acculturer les gens pour derrière pouvoir lancer les gens sur identifier et prioriser les premiers cas d'usage. Et pourquoi on a besoin de donner ce vernis et cette culture, c'est que nous, quand on a fait l'exercice chez KPMG, on s'est rendu compte au début, on avait beau être des experts en finance, on avait du mal à se projeter sur les capacités ou les promesses que pouvait avoir l'IA tant qu'on n'avait pas cette compréhension un peu basique de la chose. Et derrière, c'est vraiment d'identifier vos cas d'usage. Et pour ça, notre recommandation, c'est partez de vos processus financiers, votre budget, votre forecast, vos processus comptables et autres. Regardez là où aujourd'hui vous pouvez mieux faire, commencer à faire plus rapidement et vous poser la question, est-ce que l'IA, et quel que soit le type d'IA, générative ou pas, peut être une solution pour moi pour répondre à ces problèmes, pour faire mieux, pour faire évoluer le rôle de la fonction finance et surtout de les prioriser. Et les prioriser, c'est par rapport à l'état de votre donnée. C'est qu'aujourd'hui, il va falloir que vous démontriez au sein de vos organisations des succès à court terme. Et les succès, on va dire les cas d'usage d'IA qui seront les plus faciles à mettre en œuvre, c'est là où vous allez déjà avoir, on va dire, le minimum syndical de data qui va vous permettre de faire des choses qui vont apporter de la valeur et qui vont vous permettre de démontrer au sein de l'organisation que ça marche. En parallèle, vous allez pouvoir poser vos éléments d'architecture, quels éditeurs vous allez choisir, comment est-ce que vous allez intégrer ça dans vos SI, est-ce que vous allez avoir des couches hors sol, est-ce que vous allez intégrer ça, attendre que vos éditeurs mettent ça dans leur roadmap. Et petit à petit, vous allez vous construire cette couche d'architecture et de gouvernance. Là aussi, je reviens, c'est comme pour la donnée. L'IA, il faut qu'il y ait une gouvernance, il faut qu'on en garde le contrôle. J'étais dans un dîner avec des CFO de start-up et on a eu un retour d'expérience qui était assez intéressant. C'était du coup une petite start-up qui faisait tout son forecast à base d'intelligence artificielle. Et premier meeting avec un fonds d'investissement qui venait de rentrer, ils ont eu des questions et ils se sont tous regardés en disant « je sais pas, c'est l'IA ». Et là, du coup, ça a acheté un froid. Et le mois d'après, ils ont reposé un cadre de gouvernance, de responsabilité sur les résultats. Parce que, entre guillemets, c'est pas parce que l'IA accélère, c'est pas parce que l'IA calcule qu'il faut pas qu'il y ait derrière quelqu'un qui ait la responsabilité, qui soit capable de dire si le résultat est juste et bon et d'appuyer la prise de décision. Voilà, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est oui, c'est une révolution. Oui, ça va changer votre quotidien. Oui, ça va le rendre plus intéressant et vous allez retrouver un sens vraiment de votre mission au cœur de la stratégie de votre organisation. Et tout cela n'est pas magique, même si c'est super. Et ça nécessite un accompagnement, une structuration de projet et des gens compétents qui comprennent votre métier. Si Microsoft fournit ces solutions pour faire en sorte que vous puissiez faire plus, c'est vraiment des acteurs comme KPMG qui sauront vraiment vous accompagner dans cette transformation. Donc merci à tous, on est à votre disposition. Merci à tous. Merci.